Mais d'emblée, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que normalement, à chaque jour dans notre classe, avec l'aide de nos élèves, on doit se questionner, chercher à faire l'espèce de bilan de ce qu'on a bien fait, de ce qu'on a moins bien fait dans une journée, mais en faisant participer l'élève, l'étudiant de façon très, très, très active. On doit mettre l'ego de côté, écouter leurs commentaires pour ensuite faire des recherches qui vont être beaucoup plus, je dirais, payantes, puis beaucoup plus payantes rapidement. Je vais aller voir les bonnes ressources parce que mes élèves, mes étudiants vont m'amener beaucoup plus rapidement vers des points précis dans ce que j'ai articulé en classe. Vous vous appuyez au fond sur l'influence de vos élèves pour vous développer professionnellement, puisque c'est eux qui sont le principal apport en ce qui concerne votre contenu de développement professionnel. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est mon public, c'est les gens à qui je veux servir un produit, le produit étant l'apprentissage, étant l'objet de culture que je veux transmettre. Donc, assurément, ma vision d'homme de 37-38 ans versus celle d'un enfant de 10, 11, 12 ans, elle sera pas la même, surtout dans les perceptions qu'on va avoir avec le bagage et tout ça. Fait qu'en partant de leur constat, là, je peux plus facilement aller chercher les outils dont j'ai besoin. Sinon, le spectre est beaucoup trop large quand je me lance dans la recherche. Donc, au fond, c'est pas l'enseignant au cœur de son développement professionnel, mais c'est plutôt la classe au cœur du développement professionnel de l'enseignant. Mais on parle souvent de communauté d'apprentissage. Moi, ce que je souhaite toujours, c'est qu'on soit toujours partenaire dans l'apprentissage, au sens où ce qu'on veut, c'est que leur volonté d'apprendre soit au moins égale à la mienne. Tout ce que je démontre. Dans le fond, ce que tu dis, ça fait appel à une grande forme d'autonomie. Moi, je pense que le changement de posture, il nécessite aussi des changements en termes d'organisation du travail. Une reconnaissance, dans le fond, de ton jugement professionnel, de ta capacité à aller chercher les bons outils, à aller chercher les bons moyens pour répondre aux besoins de tes élèves puis à tes besoins de formation. Exact. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, il y a peut-être du chemin à faire. Oui, il faut assouplir les processus qui sont autour de ça, effectivement, pour faciliter justement cette quête-là, d'aller chercher plus pour faire mieux. Là. Tout à fait. Le système aussi aurait besoin davantage de souplesse. Les enseignants auraient besoin de temps pour être capables d'aller chercher, de répondre à leurs besoins en termes de développement professionnel. On sait que la tâche s'est complexifiée. Alors, il y aurait des besoins énormes en termes de budget, mais aussi en termes de modification ou d'intervention sur l'organisation du travail pour permettre aux enseignants de s'engager réellement dans une démarche de développement professionnel qui ne viendront pas, dans le fond, amputer leur temps personnel ou le temps qu'ils consacrent à leur famille. Pourquoi, au fond, on ne devrait pas encourager les enseignants comme des leaders pédagogiques et de reconnaître que ce leadership s'inscrit dans la vie professionnelle des enseignants? C'est pas juste une question d'être en classe, c'est pas juste non plus de préparer des cours, c'est aussi de contribuer à la communauté enseignante, à la profession enseignante, des apports et du cheminement de réflexion pédagogique, didactique, peu importe, dans un contexte élargi qui va au-delà des structures administratives. Allez-y. On parle beaucoup de l'importance que les enseignants s'inscrivent dans une pratique qui est réflexive. On veut qu'ils réfléchissent à leur pratique. Puis en même temps, on assiste encore à des formations qui leur sont imposées, qu'ils n'ont pas choisies, qu'ils n'ont pas souhaitées. Alors que, dans le fond, si on veut qu'ils s'inscrivent dans une pratique une pratique réflexive, on devrait répondre à leurs besoins. À partir du moment où ils font un pas par en arrière, qu'ils font un pas de recul, puis qu'ils réfléchissent à leur pratique, puis qu'ils manifestent des besoins, l'organisation devrait essayer de répondre à ces besoins-là pour faire en sorte de l'amener à avancer. D'autant plus que, tu sais, si tu envoies tes enseignants, si tu imposes à tes enseignants des formations qui vont pas nécessairement répondre à un besoin, ben on amène comme une espèce, pas un dégoût, j'exagère, mais une espèce d'image plus négative, finalement, du développement, de dire, écoute, chaque fois que je vais en formation, ça parle, ça me touche pas. Fait que c'est comme si je faisais une équivalence entre le développement, la formation continue et, je perds un peu mon temps, malheureusement. Tandis que si je vais répondre à un besoin d'un élève directement, je vais m'asseoir, je vais écouter, je vais être comme ça. Ben, pour moi, le développement, la formation continue, ça va être un synonyme de réponse, pas de je dirais que c'est pas juste une question de réponse, parce qu'effectivement, il y a une réponse qui est derrière tout ça. Mais je pense qu'aussi les structures administratives, les structures qui sont associées au développement professionnel doivent être plutôt des structures facilitantes. En fait, les réponses, c'est les questionnements qui sont
proposées et posées par les enseignants. Et les réponses appartiennent aussi aux enseignants. Le rôle des structures administratives, c'est de faciliter justement le dialogue, puis la diffusion à la fois des questions et des réponses qui émanent des enseignants. D'où l'idée de peut-être recentraliser la question du leadership pédagogique vers les enseignants, parce que si on veut considérer que les enseignants ont une autonomie, il va falloir que cette autonomie s'exerce, non seulement dans la réflexion, mais aussi dans les réponses. Et pour moi, une direction d'école, c'est pas nécessairement imposer des choses, c'est plutôt qu'est-ce que mon enseignant a besoin, comment je peux faciliter ses besoins. C'est ça la question. C'est ça un administrateur. C'est ça le rôle d'un administrateur ou d'une administration scolaire, si je donne cet exemple. Trop souvent, on ne reconnaît pas l'expertise qui est déjà détenue par les enseignants et qui peut servir à accompagner les jeunes enseignants, des collègues, les pairs. Alors moi, je pense qu'il y a là quelque chose à travailler en termes de posture, justement. Reconnaître que les enseignants ont un savoir d'expérience qui mérite d'être exploité, d'être partagé, puis il faut donner l'occasion aux enseignants de pouvoir collaborer ensemble, se concerter et jaser sur leur pratique professionnelle. D'où l'idée du réseautage, parce que la profession enseignante, c'est une profession où on est quand même cantonné, isolé, d'où le réseautage qui est d'une très grande importance parce que justement, l'expertise, elle se gagne collectivement. Mais si on reste confiné dans une classe, on a la difficulté à la construire, cette expertise-là. Donc, ça prend nécessairement un dialogue avec des pairs qui permettent justement de pouvoir aller un peu plus loin. Et pour ça, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps, puis ça doit se faire dans le contexte où c'est reconnu, dans le contexte de la vie professionnelle d'un enseignant. Est-ce qu'on nous reconnaît notre temps? Est-ce que notre temps a été fait? Est-ce que ça va?